D'où vient la légitimité du Polisario? C'est une question rarement posée alors qu'elle est centrale. Parce que quand on y regarde de près, ce mouvement revendique un territoire sans y exercer le moindre pouvoir. Le Polisario est basé en Algérie, dans les camps de Tindouf, à plusieurs centaines de kilomètres des terres qu'il prétend représenter. Il n'administre pas ce territoire. Il n'y organise aucun service public, il n'en contrôle ni les frontières, ni les ressources, ni la population. Autrement dit, il ne tire aucune légitimité de la réalité du terrain. Sur le plan institutionnel, ce n'est guère plus solide. Il n'existe pas de constitution approuvée par le peuple, pas d'élections libres, pas de mécanisme démocratique vérifiable. Les responsables du mouvement sont désignés par cooptation, sans processus transparent et sans mandat populaire reconnu. Il n'y a ni alternance, ni véritable opposition, ni presse indépendante. Sur le plan international, la situation est tout aussi fragile. Le Polisario n'est pas membre de l'ONU, il n'est pas reconnu officiellement comme un État. Il n'y a pas non plus de monnaie, pas de système judiciaire, pas d'économie fonctionnelle. Le budget de la RASD dépend entièrement des dons internationaux, ou plus précisément des dons de l'Algérie. Dans les faits, toutes les infrastructures des camps de réfugiés aux bases militaires sont sur le territoire algérien, et non sur celui qu'ils revendiquent. Alors, face à ce vide politique, institutionnel, économique et territorial, une question se pose. Quelle est la véritable source de légitimité du Polisario? En réalité, il n'y en a qu'une, un siège à l'Union africaine. C'est le seul espace où ce mouvement est traité comme un État membre. Un siège obtenu en 1984 dans un contexte de guerre froide au nom d'une solidarité idéologique aujourd'hui dépassée. Et c'est ce siège uniquement qui permet encore au Polisario d'exister politiquement sur la scène internationale. Mais ce siège n'est pas immuable. Aujourd'hui, on va voir comment le Maroc pourrait définitivement mettre fin au rêve de l'Algérie. L'Union africaine est aujourd'hui la seule organisation internationale à reconnaître officiellement la RASD comme un État membre. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que ce siège, obtenu en 1984, n'est pas simplement symbolique. Il permet au Polisario de participer au sommet, de voter, de prendre la parole et surtout, de maintenir l'illusion d'une reconnaissance étatique. C'est cette présence à Addis Abeba qui entretient l'ambiguïté et qui permet au soutien du Polisario de parler d'une légitimité continentale. Mais en réalité, cette légitimité est de plus en plus contestée. Depuis plusieurs années, un nombre croissant d'États africains considèrent que la présence du Polisario à l'Union africaine est une anomalie. Une exception historique, née dans un contexte idéologique aujourd'hui dépassé. Et surtout, un frein à l'unité et à l'efficacité de l'organisation. Alors, est-ce qu'il est possible de faire sauter ce siège? La réponse est oui, mais ce n'est pas simple. L'acte constitutif de l'Union africaine ne prévoit pas explicitement l'expulsion d'un État membre, mais il est possible de modifier les statuts ou d'adopter une résolution qui suspend ou annule l'adhésion d'un membre à condition de réunir une majorité qualifiée. Et cette majorité, elle, est fixée à 2/3 des 55 États membres, soit 37 voix. En clair, pour expulser le Polisario, il ne suffit pas d'avoir une majorité simple. Il faut bâtir un consensus africain suffisamment fort pour imposer un changement de doctrine. Et ça, c'est exactement ce que le Maroc s'efforce de construire depuis son retour au sein de l'Union en 2017. Depuis cette date, Rabat mène une stratégie méthodique. Renforcer les partenariats bilatéraux, signer des accords de coopération, proposer des projets concrets, énergie, agriculture, formation, et là où c'est possible, obtenir l'ouverture de consulats dans les provinces du Sud. Ces consulats, au-delà de leurs fonctions administratives, ont une valeur politique forte. Ils sont une reconnaissance implicite de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Et aujourd'hui, 22 pays africains ont déjà fait ce choix. Mais pour atteindre les 37 voix nécessaires, il ne suffit pas de compter les soutiens, il faut aussi identifier les adversaires irréductibles, ceux qu'on ne pourra pas convaincre, et surtout, repérer les pays ambivalents, ceux qui pourraient basculer dans un sens ou dans l'autre. Parce que entre les soutiens affirmés et les opposants déclarés, il existe un espace mouvant, stratégique, un terrain d'influence où se joue l'avenir diplomatique du proxy algérien. On va donc maintenant analyser tout ça ensemble. Depuis son retour à l'Union africaine en 2017, le Maroc a opté pour une stratégie diplomatique simple mais redoutablement efficace. Traduire les soutiens politiques en actes concrets. Et l'acte le plus symbolique, c'est l'ouverture d'un consulat dans le Sahara marocain. À ce jour, 22 pays africains ont officiellement inauguré un consulat dans les provinces du Sud. Ce geste, en droit international, est lourd de sens. Ouvrir un consulat, c'est reconnaître que le territoire concerné est administré de manière légitime. C'est une forme de reconnaissance territoriale implicite, et c'est un désaveu direct du projet séparatiste. Ces pays viennent de toutes les régions d'Afrique. Il y a les pays d'Afrique de l'Ouest, historiquement proches de Rabat, le Sénégal, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cap-Vert, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Sierra Leone. Mais aussi des pays d'Afrique centrale, la RDC, le Tchad, le Gabon, Sao Tomé et Principe, la Centrafrique et même des États plus éloignés. Djibouti à l'est, les Comores dans l'océan Indien, le Malawi
le Burundi, la Zambie, l'Eswatini au sud. Ce n'est donc pas un simple groupe régional. C'est un éventail continental qui montre que la reconnaissance du Sahara marocain n'est plus cantonnée à une zone d'influence limitée. Elle progresse, s'élargit, se diversifie. Tous ces pays peuvent être considérés comme des soutiens sûrs dans un vote à l'Union africaine. Ils ont pris une position publique, visible, difficilement réversible. Et ils l'ont fait sans complexe, malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les critiques. Ce bloc de 22 pays représente la base solide sur laquelle le Maroc peut s'appuyer pour construire une majorité. Mais pour atteindre les 37 voix nécessaires, il faudra aller plus loin. Et cela passe par deux choses: neutraliser les adversaires irréductibles et surtout faire basculer les indécis. Commençons par identifier les pays dont l'hostilité à l'égard du Maroc est de notoriété publique. Tout d'abord, l'Algérie, évidemment. C'est l'acteur le plus impliqué dans ce conflit. Depuis le début, c'est elle qui héberge, finance, forme et arme le Polisario. En réalité, le Polisario n'existe pas comme entité indépendante. Il s'agit d'un déguisement. Un outil diplomatique entre les mains de l'Algérie pour porter une revendication territoriale qu'elle n'assume pas officiellement. Leur projet est connu, stable, assumé. Maintenir ce conflit ouvert le plus longtemps possible et bloquer toute dynamique régionale défavorable à Alger. Il est donc évident que ni l'Algérie ni les milices qu'elle patronne ne peuvent être convaincus. Ensuite, on trouve un noyau dur d'États africains qui ont historiquement soutenu le Polisario: l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, le Mozambique, l'Angola, le Botswana, l'Éthiopie, le Lesotho, l'Ouganda. Ce sont des pays dont la diplomatie reste très marquée par l'héritage idéologique des années 70-80. La logique y est plus symbolique que stratégique, ils s'accrochent à une grille de lecture anticoloniale, même si elle ne correspond plus à la réalité actuelle du dossier. Ils voteront contre par fidélité à une doctrine. Enfin, il y a le cas de la Tunisie, plus récent. Pendant longtemps, sa position a été prudente. Mais depuis quelques années, sous pression économique et énergétique, elle s'est rapprochée de l'Algérie. En 2022, elle a franchi un cap en accueillant officiellement le chef du Polisario, ce qui a provoqué une rupture diplomatique immédiate avec Rabat. Aujourd'hui, la Tunisie est totalement vassalisée par l'Algérie qui a réussi à les transformer en une sorte de Polisario bis. Ces États représentent une douzaine de voix. Leur position est claire, structurée et ne changera pas. Il ne s'agit pas d'un désaccord sur les modalités du processus, mais d'un positionnement politique durable. Ils sont là, il faut les compter, mais il ne sert à rien de les contourner ou de les séduire. L'enjeu, il est ailleurs. Il est dans les pays qui n'ont pas encore tranché. Ceux qui observent, qui évaluent, qui ajustent leurs lignes en fonction des rapports de force. Et c'est là que la diplomatie marocaine peut encore faire la différence. Dans le camp des pays ambivalents, il y a ceux qui n'ont pas encore officiellement pris position, mais dont l'évolution récente indique clairement une direction. Le Mali et le Niger en font partie. Ces deux pays ont longtemps gardé une posture prudente sur le dossier du Sahara. Ils ne faisaient pas partie des États ouvertement pro-Polisario, mais ils n'avaient pas non plus affiché de soutien clair au Maroc. Aujourd'hui, cette prudence appartient au passé. Depuis la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, le Mali et le Niger ont engagé un rapprochement politique, militaire et économique avec Rabat. Ce rapprochement ne se limite pas à des déclarations de principe. Il s'appuie sur des projets concrets. Le plus visible, c'est le corridor vers l'Atlantique via le port de Dakhla. Un projet structurant porté par le Maroc qui offre à ces deux pays enclavés un accès stratégique à la mer. C'est un changement profond. Parce qu'à partir du moment où un pays planifie ses infrastructures commerciales en intégrant Dakhla comme point de sortie, il devient très difficile de maintenir une neutralité sur le statut de ce territoire. Ajoutez à ça les tensions persistantes entre les pays de l'AES et l'Algérie, tout laisse penser que le Mali et le Niger s'aligneraient aujourd'hui sur la position marocaine. S'il y a un pays dont la position compte plus que les autres pour le Maroc, c'est bien la Mauritanie. Pas uniquement pour des raisons diplomatiques, mais parce que c'est le seul pays africain frontalier du Sahara occidental, et donc le seul à partager une frontière terrestre directe avec ce territoire. Autrement dit, la Mauritanie n'est pas un simple observateur du conflit. Elle est voisine, concernée, exposée. Pendant longtemps, sa position a été définie comme une neutralité prudente. Elle reconnaît toujours officiellement la RASD, mais n'a aucune relation active avec elle. Elle ne participe à aucun sommet du Polisario, ne tient aucun discours hostile au Maroc, et évite systématiquement de s'impliquer dans les débats diplomatiques autour du Sahara. Mais ces dernières années, les choses ont évolué. D'abord sur le plan économique, la Mauritanie dépend largement de ses échanges commerciaux avec le Maroc, et les flux logistiques entre Nouakchott et Dakhla sont devenus structurants pour son approvisionnement. Ensuite, sur le plan sécuritaire. Le Maroc joue un rôle clé dans la stabilisation du Sahel occidental, et la coordination entre services mauritaniens et marocains est en progression constante. Enfin, il y a un élément symbolique, mais très révélateur. L'annonce récente d'un nouveau poste frontière entre Smara et Bir Moghrein. C'est une décision lourde de sens car elle revient à institutionnaliser une frontière entre la Mauritanie et le Sahara marocain
et donc indirectement à reconnaître la souveraineté de Rabat sur cette zone. À cela s'ajoute la proximité croissante entre la Mauritanie et les Émirats, alliés stratégiques du Maroc dans ce dossier, ainsi qu'un rapprochement diplomatique discret mais régulier entre le président mauritanien et le roi. Dans le même temps, les tensions avec l'Algérie se sont multipliées, au point qu'Alger a récemment remplacé son ambassadeur à Nouakchott, signe d'un désaccord profond. Pour toutes ces raisons, la Mauritanie est un acteur clé. Elle ne votera peut-être pas ouvertement pour une expulsion du Polisario, mais elle ne s'y opposera probablement pas non plus. Et dans une logique de bascule, son abstention aurait presque la même valeur qu'un soutien, car elle retirerait à la RASD son dernier voisin africain encore neutre. La Mauritanie est donc l'un des pays à surveiller de très près, parce que si elle évolue contrairement à d'autres pays, ça changera énormément de choses sur le terrain. Ensuite, on a un groupe dont on peut espérer le soutien, bien qu'il ne soit pas garanti. Des pays qui ne reconnaissent pas le Polisario, qui n'ont pas pris position officiellement, mais qui coopèrent régulièrement avec le Maroc et dont l'attitude générale indique une sympathie stratégique. Dans ce groupe, on retrouve des profils variés. Le Rwanda par exemple. Il n'a jamais retiré formellement la reconnaissance de la RASD, mais ne participe à aucune de ces initiatives. Sous Kagame, la diplomatie rwandaise s'est recentrée sur les partenariats efficaces, et le Maroc en fait partie. Les relations sont bonnes, constantes, pragmatiques. Le Rwanda ne votera pas contre le Maroc. Il peut s'abstenir ou soutenir selon le contexte. Même logique pour les Seychelles, petit pays insulaire sans agenda idéologique, qui a retiré sa reconnaissance de la RASD dès 2008, et qui entretient de bons rapports avec Rabat. Discret, mais aligné. Le Cameroun aussi est à surveiller. Il n'a jamais reconnu la RASD, il n'a jamais été hostile au Maroc, et les relations économiques et sécuritaires sont solides. C'est un pays qui ne prend pas de posture politique inutile. Dans un vote à l'Union africaine, son silence peut valoir soutien. Le Congo-Brazzaville, le Bénin, Madagascar, la Tanzanie, 4 pays au profil similaire. Pas d'ambassade au Sahara, pas de reconnaissance active du Polisario, mais une coopération marocaine stable, croissante et souvent soutenue par des projets bilatéraux concrets. Si la dynamique régionale les pousse à trancher, ils suivront le rapport de force. Ce groupe est fondamental, parce qu'il ne fait pas de bruit, mais il pèse. Et dans une logique de vote à 2/3, les voix silencieuses sont souvent les plus décisives. Enfin, il y a un troisième groupe, celui des pays qui ont reconnu la RASD par le passé, mais dont la position actuelle est floue, figée ou en train de glisser doucement. Ce sont des pays à surveiller parce qu'ils peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre selon les circonstances. Le cas le plus emblématique, c'est le Nigeria. Longtemps allié du Polisario, il a reconnu le Polisario dès les années 80, mais depuis quelques années, les relations avec le Maroc se sont fortement développées. Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, soutenu au plus haut niveau, crée une interdépendance. La diplomatie nigériane reste prudente, mais sur le fond, le pays s'est éloigné du front Polisario. Un soutien clair est peu probable dans l'immédiat, mais une abstention est envisageable. Même chose pour le Ghana. La reconnaissance de la RASD est ancienne, mais le pays est désormais engagé dans plusieurs partenariats économiques avec Rabat. Le ton a changé. Le soutien n'est plus actif. Et dans les enceintes internationales, le Ghana ne prend plus la parole sur ce dossier. La Somalie, le Soudan, la Libye, le Soudan du Sud, l'Égypte, Maurice ou l'Érythrée sont dans des situations similaires. Certaines de ces capitales ont reconnu la RASD il y a des décennies, dans un autre contexte, mais aujourd'hui leur diplomatie est soit gelée, soit recentrée sur des enjeux internes, soit alignée sur des partenaires favorables au Maroc. Ces pays n'ont pas de raison de défendre activement le Polisario, mais ils n'iront pas non plus jusqu'à s'y opposer frontalement, sauf changement de doctrine globale. Ce sont donc des abstentionnistes potentiels, voire des soutiens discrets, dans la mesure où ils n'ont ni intérêt à s'exposer, ni volonté de contrarier leurs partenaires économiques. Un vote n'est pas qu'une affaire de soutien ou d'opposition. C'est aussi une affaire de silence, d'absence, d'équilibre. Et dans une organisation comme l'Union africaine, chaque voix non exprimée compte autant qu'un appui direct. Donc si on prend en compte tous ces paramètres, les 22 pays ayant un consulat dans le Sahara, les 8 à 10 pays neutres favorables, les alliés discrets et les abstentionnistes prévisibles, le Maroc peut raisonnablement espérer réunir entre 33 et 35 voix dans un vote à l'Union africaine. Mais ce chiffre, aussi encourageant soit-il, n'est pas une garantie. Parce que dans ce genre de configuration, rien ne se joue à l'avance. Il y aura des pressions, des revirements de dernière minute, des absences orchestrées, des équilibres à gérer au sein des blocs régionaux. Et l'Algérie ne restera pas passive. Elle mobilisera tous ses relais, toutes ses alliances, toutes ses ressources pour empêcher que ce scénario se réalise. C'est pourquoi viser simplement les 37 voix nécessaires ne suffit pas. Dans une bataille diplomatique de cette ampleur, il faut viser une marge de sécurité, un filet de protection. Le Maroc devra viser 40 voix pour espérer une expulsion définitive de la RASD.
Et c'est là que le plus difficile commence, parce que les dernières voies à aller chercher seront les plus complexes. Ce sont celles qui nécessitent du temps, des gestes politiques, des projets partagés, parfois une confiance personnelle. Ce ne sera ni rapide, ni spectaculaire. Mais ce n'est pas un problème, parce que le Maroc n'est pas pressé. Sur le terrain, il administre le Sahara. Les grandes puissances reconnaissent sa souveraineté ou la soutiennent de fait. Militairement, le Polisario n'a aucune chance, et politiquement, le royaume est stable, structuré et lucide. Le Maroc est une monarchie, il résonne dans le temps long. Si ce n'est pas le roi actuel qui atteint cet objectif, alors ce sera son fils. Et si ce n'est pas au prochain sommet, ce sera au suivant, ou celui d'après. On ne gère pas une vision nationale comme une campagne électorale, on avance, point par point. On consolide, on construit, on étend notre influence. Que ça soit demain ou dans 300 ans, le Maroc finira par atteindre tous ses objectifs territoriaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à la partager autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de me permettre de continuer à produire ce type d'analyse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.